Voilà, l'enregistrement est lancé. Alors, comme tout début de cours, est-ce que vous avez des questions sur le libre, sur le cours, sur les examens, sur le sens de la vie? Pas de questions? Alors j'en ai une pour vous, juste pour savoir moi un peu pour les années prochaines, etc. Ça vous a pris combien de temps de préparer le livre de cette semaine-ci? Pas beaucoup de temps parce que on avait déjà vu la matière avec vous. Oui, c'est ça. Et pas beaucoup de temps, c'est combien de temps? Une demi-heure ou moins? Ou plus? Moi, c'est un peu moins d'une heure en tout cas. Ok, ça marche. Merci. Voilà, c'était plus ou moins ce qu'on visait, hein. Comme la semaine passée, on vous avait donné beaucoup de travail, on s'était dit que cette semaine-ci, ce serait plus relax. Ok, alors ben, on va avancer. Dans le libre, vous aviez un exercice avec un bloc qui descend. Il avait une certaine vitesse initiale et vous vous demandez quelle était sa vitesse plus loin. Cet exercice était un peu pour vous préparer à celui-ci, où j'ai un bloc sans vitesse initiale, je le lâche ici. Il va donc descendre, passer comme ça, remonter et s'arrêter à une certaine hauteur. Et on vous demande, sachant qu'on le lâche de 60 cm, jusqu'où est-ce qu'il remonte de l'autre côté, sachant que j'ai des frottements ici, ici et ici, des frottements cinétiques qui valent 0,2, qu'on connaît mes angles des différentes pentes et qu'on sait qu'on passe 1 mètre au centre. Est-ce que vous pourriez m'aider à résoudre ceci? Et donc, qu'est-ce que vous feriez pour réussir à trouver ce gros petit h? On peut trouver la distance qu'il parcourt en descendant. Tu veux dire trouver cette distance-ci? Oui, Ça marche? Je vais appeler ça D1. Comment est-ce qu'on la trouve? c'est h divisé par sinus alpha. Donc D1, c'est grand H divisé par sinus alpha. Ok. Alors grand H, c'est 0,6. Sinus alpha, c'est sinus de 36,87 degrés. Et ça, par un heureux hasard, c'est aussi 0,6. Et donc D1, c'est 1 mètre. Ok. Ensuite, Après, on met les forces, les vecteurs. ouais, après on peut mettre les forces. Qu'est-ce qu'il y a comme force? Il y a le P, mais on n'a pas la masse. Je sais pas si on a la masse On n'a pas la masse. ah, Maintenant, dans ces cas-là, je ne m'inquiéterai pas trop. Si vous n'avez pas la masse, c'est pas très très grave. C'est sans doute que vous en aurez pas besoin.
On vous donnera jamais un problème où il manque des choses. Donc, en fait, elle va se simplifier partout. Peu importe la masse, ça va monter dans tous les cas au même niveau. Ah, ok. Et donc, j'ai le poids. Est-ce que j'ai d'autres forces? On a Le frottement, On a les frottements qui vont dans quel sens? vers le bas. Comme ça? Ouais. Et on a aussi la force N. Qui est perpendiculaire. Hop. Ouais. Comme ça, tout le monde est d'accord? Même si moi j'aurais dit le frottement allait de l'autre côté, enfin, vers l'arrière, vers le haut. Et pourquoi? Parce que l'objet, il va descendre. Donc, la force de frottement, elle est vers l'arrière. C'est ça. La force de frottement, elle s'oppose toujours au mouvement, hein. Ici, on voit qu'on se déplace vers le bas. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a mis mon vecteur D1. Et donc, si je me déplace vers le bas, ma force de frottement, elle va s'opposer à ce déplacement. Et donc, elle va aller dans l'autre sens. Voilà. Pour info, ce qu'on est en train de faire là, c'est un peu comme ça que risque de se passer votre examen oral, où je vous demande un peu qu'est-ce que vous voulez faire, comment est-ce qu'on résout. C'est moi qui dessine, mais j'exécute vos ordres. Je vous demande un peu si vous êtes sûr ou pas, et on avancera comme ça. Ok, donc vous m'avez demandé de dessiner les forces, très bien. Vous m'avez demandé de calculer des 1. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on écrit les énergies. Ok, comment est-ce qu'on fait ça? Ben, on sait que l'énergie en position 1, Ok, donc il faut des positions. C'est ça la position 1? ouais, Ok, on va considérer la position 2 tout à la fin. Ou non, on peut faire des intermédiaires. Moi, j'aurais fait des intermédiaires. ok. Et alors c'est quoi 2? C'est quoi 2 en bas, quand il est en bas de la pente. ici? Ouais. Donc ici on est en 2. 3 à la fin. De la pente ou Ouais, non, ici juste là. ou ici? Ouais, en dessous, ouais, juste là. Et 4 quand il est là-bas en haut. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et du coup, on peut dire que E1, pour faire le rapport entre E1 et E2, on peut dire que E1 plus le travail qui sera fait est égal à E2. Ouais. Alors ici, je vais juste vous montrer quelque chose. Alors il y aura de fait moyen de faire comme ça, hein. Avec ici on va mettre déjà. Il y aurait moyen de partir comme ça et de tout remplacer. Alors ici, le plus simple toujours c'est de partir de ce qu'on connaît pour arriver à ce dont on a besoin. Ce que je connais, c'est l'énergie en 1. Ça, c'est assez simple. Comme elle est sans vitesse initiale, c'est juste mg grand H. Et on me donnait grand H, il vaut 60 cm. Ce que je cherche, c'est l'énergie à la fin. Et là aussi, comme on est à l'arrêt, ce sera mg petit h. Et donc, avoir ça dans mon équation, c'est pratique parce que c'est quelque chose de connu. Et ça, il me le faut absolument parce que c'est mon inconnu. Et donc, je pourrais écrire directement quelque chose du style E1 est égal à E4. Mais au milieu, il y a des travaux. Eh ben, c'est intéressant d'avoir ces différents points. 1, 2, 3, 4, parce que c'est vraiment les moments où il y a des changements. Et donc, ce que je peux dire, c'est que mon énergie en 1, pour arriver à l'énergie finale que j'ai en 4, j'ai d'abord eu le travail pour aller du point 1 au point 2.
plus le travail pour aller du point 2 au point 3, plus le travail pour aller du point 3 au point 4. Vous arriverez à la même formule si vous décomposez tout, hein, si vous faites tout 1 plus le travail de 1 à 2 égale 2. Et si vous continuez comme ça avec 3, 4, vous aurez exactement les mêmes équations. Mais ici, c'est plus simple et conceptuellement, ça permet de se rendre compte qu'en fait, on n'est pas obligé de prendre tous les cas intermédiaires. On peut juste regarder ce qui m'intéresse, c'est-à-dire mes pertes d'énergie pour passer de E1 à E4. Et donc dans cet exercice, en fait, ça va revenir à calculer tous ces termes. Alors E1, je viens de le faire ici. E4, je viens de le faire aussi. Et donc là, vous aviez l'air bien parti pour travailler, pour calculer le travail pour aller de 1 à 2. Qu'est-ce qui vaut ce travail? F fois D. Ok, et quelle force? Le frottement fois N. Ouais, c'est ça. Le frottement fois N comme ça? Enfin, mu C fois N. Ouais, c'est ça. Donc c'est les forces de frottement fois D, ce qui vaudra Ouais. mu C fois N. Comme ça? Euh, ouais, mais je pense que c'est un produit scalaire, non? C'est ça. Ici, c'est un Ouais. produit scalaire. C'est pas juste fois. Et du coup, en bas, c'est fois cos phi. Enfin, fois cos Ouais, fois le cosinus de l'angle entre les deux qui ouais, vaut combien cet angle? alpha. 36,87. Alors c'est vraiment l'angle entre ta force de Ah frottement ouais. qui est ici et ton Du vecteur de déplacement. Tu te déplaces comme ça. Donc 180 moins 36,87, non? juste 180. Tu vois Ah, qu'elles sont ok. opposées. Si tu regardes mon vecteur D que j'ai dessiné ici et mon vecteur force de frottement, ils sont bien. Il y en a un comme ça et l'autre comme ça. Tu vois, il y a vraiment un angle de 180 degrés entre les deux. Ouais. En soi, c'est logique. Les forces de frottement, ça s'oppose au mouvement. Donc si je vais vers la droite, ça va vers la gauche. Si je vais en diagonale vers le bas, ça va en diagonale vers le haut. Donc ici, j'aurai 180 degrés. C'est clair ça ou pas trop? Ouais, ouais. Et donc ceci, ça me fait moins mu c n. Ici c'était de 1 vers 2. Fois 1. Ici. Donc cos 180, ça fait le moins qui est là. Ça fait le 1 qui est là. Ok, donc il me reste à trouver que vaut n. C'est la gravité, non? Donc n c'est égal au poids et donc à mg, c'est ça? Ouais. Alors, attention, là ça reste valable. On va faire de la statique et de la dynamique. C'est-à-dire j'ai ici mon système. Si je veux trouver n, qui est là, bah, je dois faire un bilan de force. Ici, on pourrait choisir un système d'axe Y comme ceci et X comme ceci. Ce qui fait que selon Y, on a quoi? On a N, mais on a PY qui vient en face. Mhm. Et donc, j'ai N moins PY égale à 0 selon X. Selon Y, pardon. Du coup, N n'est pas égal au poids. Il est égal au poids selon Y. Ce qui veut dire mg fois combien? Cosinus de 36,87. Exactement. Mon angle alpha qui est ici, je le retrouve ici. Et ça fait 0,8 cosinus de 36,87 fois mg. Donc, mon travail de 1 vers 2,
c'est égal à moins mu c, donc c'est moins 0,2, fois n, donc fois 0,8 mg. Et ça fait moins 0,16 mg. On a déjà trouvé un travail. Alors vous voyez que très vite, ces exercices, ça touche un peu à tout. Vous devez être à l'aise avec la trigonométrie et vous devez être à l'aise avec la statique. Évitez de dire toujours que n est égal à p. Évitez aussi de dire toujours que n est égal à py. Ça, c'est pas des formules générales. Il faut toujours faire de la statique. Imaginons que sur mon plan incliné, j'avais quelqu'un qui vient de tirer en plus avec une corde. Et ben alors, j'aurais quelque chose du style n est égal à py moins ty, par exemple. Donc là, toujours bien regarder ce qui se passe au niveau des forces. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les a mises, pour trouver n. Alors oui, dans beaucoup de cas, n sera égal à p ou à py, mais dès qu'il y a une corde ou autre chose qui rentre en jeu, on doit en prendre compte. Ok, super. On a trouvé le travail pour aller de 1 à 2. Maintenant, ah tiens, j'ai pas bien préparé vos slides. Je pensais que je l'avais fait. J'arrive. Du coup, laissez-moi encore 10 secondes parce que c'est pas normal. Hop. Voilà, c'est mieux. Voilà. Donc, on a calculé le travail de 1 à 2. On va maintenant regarder le travail pour aller du point 2 au point 3. Donc, que vaut le travail pour aller du point 2 au point 3? C'est quoi la formule du travail ici? La même qu'avant. Non, on va Oui, avoir la même chose qu'avant, non? on a bien toujours des forces de frottement qui créent un travail sur un déplacement de 2 à 3. Et donc, ça reste moins mu c n fois d 2 à 3. Alors, mon moins, j'étais un peu plus vite, mais c'est parce que je me déplace ainsi. Ça, c'est mon déplacement de 2 à 3. Et j'ai mes forces de frottement qui sont opposées à ce déplacement. J'ai donc un angle de 180 degrés. Tant qu'avoir mis les forces, on va les redessiner en entier. Ici, on voit tout de suite que n est égal à p. Si on est à plat, ma normale, elle est parfaitement exacte au point. D2 à 3, c'est vraiment ma distance au sol. Ça, c'était donné dans l'énoncé, c'était 1 mètre. Et donc ici, j'ai moins 0,2 fois mg fois 1. C'est juste moins 0,2 mg. Et cette partie-là est déjà finie. On peut passer à la dernière partie, le travail, pour passer du point 3 au point 4. Bon, je pense que vous avez compris que ce serait toujours la même chose. Les forces de frottement fois la distance en produit scalaire pour passer de 3 à 4. Encore une fois, ce serait opposé, donc ce serait moins mu c n d3 4. J'accélère un petit peu
comme l'exercice commence à devenir répétitif, ma force de frottement ici, elle va par où? Vers le bas. Vers le bas. Vers le bas. Car mon déplacement va vers le haut. Je vais juste changer de couleur. Comme c'est pas une force, j'ai un déplacement ici. Et donc, j'ai ici le vecteur PY. Et on trouve que, selon Y, N doit être égal à PY, c'est-à-dire à MG. Est-ce que je choque quelqu'un si je dis que c'est fois le cosinus de 30 degrés, sachant que mon angle bêta ici c'est 30 degrés? Non, je choque personne. Non. Ok, et D3,4, qu'est-ce qu'il vaut D3,4? C'est petit h divisé par... Ah, on ne l'a pas petit h. Non, attends, j'arrive. Mais t'étais très bien parti. C'est petit h divisé par quoi? Sinus bêta. Par sinus de bêta. Donc c'est petit h divisé par sinus 30. Sinus 30, c'est 1,5. Et donc c'est égal à 2h. Alors, on ne connaît pas petit h, mais c'est justement ce qu'on cherche. Donc l'avoir dans mes équations, c'est bien. Ça va me permettre de le trouver. Parce que si j'avais jamais de petit h quelque part, ça va être un problème. Ce qui va être ennuyant, c'est si on rajoutait d'autres inconnus. Par exemple, D3,4, c'est une inconnue entre guillemets. Je ne sais pas ce que ça vaut. Par contre, avoir petit h, ben, c'est parfait, c'est ce que je veux. Du coup, ici, on a moins 0,2 fois racine 3 sur 2 mg fois 2h. Et on voit qu'on va déjà pouvoir simplifier les deux. Ok, alors, résumons. On avait dit que mon énergie, au départ, elle subissait 3 fois un travail pour avancer jusqu'au point 4, pour arriver à son énergie finale. On avait trouvé ces différentes énergies. On avait trouvé que E1, on démarrait en mg grand H. Et grand H, c'était 60 cm. Donc c'est mg fois 0,6. On avait trouvé ensuite le premier travail, c'était moins 0,16 mg. On avait trouvé le deuxième travail, moins 0,2 mg. Et le troisième travail, donc là j'ai juste repris tout ce qu'on avait pris. Hein. On avait dit que E1 c'était mg grand H, que le travail 1 c'était moins 0,16 m petit g, que le deuxième travail c'était moins 0,2 m petit g, et le troisième, on a ici moins 0,2 racine 3 mg. Moins 0,2 racine 3 mg, et il ne faut pas oublier le h ici, le petit. Et ça, c'est égal à E4 qui vaut mg petit h. Et c'est là que c'est pas un problème d'avoir petit h là. On avait déjà une équation avec petit h, c'est ma seule inconnue. Ça va bien se passer. Alors j'ai une question d'un point de vue unité pour vous. Ici j'ai un poids. Le poids c'est en newton. Là j'ai des newtons. Donc je vais mettre des plus mais c'est pas très... Là j'ai des newtons. Là j'ai des newtons.
là j'ai des mètres, là j'ai des newtons, là j'ai des mètres. Du coup, est-ce que c'est possible ça dimensionnellement? Pourquoi est-ce qu'ici j'ai des mètres et là j'ai pas de mètres? Est-ce que quelqu'un saurait m'expliquer ça? Est-ce que ça veut dire que j'ai fait une erreur quelque part? En soi, tous les M et les G, ils vont s'annuler. Tous les M et les G vont s'annuler. C'est d'ailleurs pour ça, tu vois, on a des newtons partout. Je pourrais les enlever. Donc au final, ça change rien quand on va... Bah, là, je regarde juste en termes d'unité. Donc, les mg, d'accord. Mais pourquoi ici, je me retrouve avec des mètres dû à petit h et pas dans les autres termes? Pourquoi ici, j'ai pas de mètres? Parce qu'on a déjà la hauteur. Et là, on cherche le H, on cherche la hauteur. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est normalement, si j'ai des dimensions, par exemple, quand j'avais la position au cours du temps, la position, c'était des mètres, et j'avais chaque fois quelque chose comme ceci. Je me retrouvais avec chaque fois des mètres, c'est égal à des mètres, plus des mètres, plus des mètres. Je devais toujours avoir les mêmes unités. Alors ici, on dirait que j'ai des mètres dans ces deux termes-là, mais que j'en ai pas ici. Du coup, on pourrait se dire dimensionnellement, il doit y avoir une erreur, il doit y avoir un souci. Mais c'est juste que les trois où il n'y a pas de mètres, c'est parce qu'ils dépendent du coefficient de frottement. Il n'y a pas d'unité pour le coefficient de frottement. Mais on a déjà fait le produit scalaire avec des distances, monsieur, non? Voilà, c'est ça. Il faut éviter de faire de l'analyse dimensionnelle quand on a déjà remplacé plein de valeurs. En fait, en soi, ici, le 0,6, c'est 0,6 mètres. Donc j'avais bien des mètres. Dans mon 0,16, hop, mon 0,16, c'était moins mu c fois n fois 1 mètre. Donc il y avait bien des mètres. Mon 0,2 ici, c'était encore fois 1 mètre. Donc il y avait bien des mètres. Et donc, méfiez-vous. C'est pas quand vous avez une formule comme ça avec à moitié des termes que j'ai déjà calculés et d'autres termes que j'ai laissés en inconnu que vous allez pouvoir faire de l'analyse dimensionnelle. Il faut repartir plus tôt. Ou alors il faut écrire directement ici toujours les unités. Voilà, ça c'était juste un peu petite mise en garde. L'analyse dimensionnelle, c'est bien pour vérifier si vos formules sont exactes par exemple, mais votre terme final, non. Hop. Ok, ça c'était juste une anecdote. Donc comme vous l'avez dit, je peux supprimer tous les poids. C'est là que j'avais dit au tout début, vous en faites pas, on n'aura pas besoin de la masse. Et donc, j'ai pas besoin de mg ici. Il me reste juste à résoudre ça du coup. J'ai 0,6, moins 0,16, moins 0,2. Et je vais mettre les h de l'autre côté. Ça fait 0,2 racine 3 h plus h. Et donc h est égal à quoi? Alors 0,6 moins 0,2, ça fait 0,4. Ici, on a donc 0,24 divisé par 0,2 racine 3. Ça, 1,2 racine 3, pardon. Ce qui fait... Oups. Ah oui, pardon, j'ai été trop vite. 1 plus 0,2 racine 3 plutôt. Hop là. Ce qui me fait 0,178 mètres. Donc si je réfléchis au problème, si je pars ici de 60 cm de haut, sans énergie de départ, c'est-à-dire sans énergie cinétique de départ, sans vitesse de départ, qu'il y a un coefficient de frottement de 0,2, et bien au final je me retrouve ici
à la grosse louche à 18 cm. Et juste une question pour vous, après, qu'est-ce qui se passe d'après vous? Bah, il va redescendre. Il va redescendre. Et à votre avis, est-ce qu'il va réussir à remonter ici ou pas? Non. Ouais, il va s'arrêter. Vous voyez ici, on a quand même perdu 40 cm. Donc il y a de fortes chances que mon bloc il s'arrête quelque part ici. Ça pourrait être une question d'examen, de savoir un peu, tiens, où s'arrête mon bloc? On en avait posé une comme ça en août, je pense. La question, c'était, j'ai une baignoire, vue de profil, et j'ai un savon ici qui tombe. Et on avait dit, sur la paroi, on peut considérer qu'il n'y a pas de frottement. Par contre, en bas, il y a un tapis antidérapant pour empêcher de tomber dans le bas. Et donc là, mu-c est très grand. On va dire mu-c égale 0,6. On donnait les dimensions de la baignoire et on vous demandait, connaissant les dimensions de la baignoire, où s'arrête mon savon. Et donc si j'avais E1, mon énergie là, le point 2 ici, le point 3 ici, et là, c'était à vous de voir, soit vous trouviez égal le 2, et puis vous disiez E2 plus le travail pour aller de 2 à 3 égale le 3. Au début, on a conservation de l'énergie comme il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de travail. Ensuite, on ne l'a pas comme il y a des frottements. Soit vous l'écriviez tout de suite comme on vient de faire, en disant, bah, en partant de E1, en arrivant à E3, alors j'ai pas de travail pour aller de 1 à 2, et donc j'ai juste du travail pour aller de 2 à 3. Maintenant, vous voyez que si je mets ces deux équations ensemble, ou si j'écris tout de suite ceci, c'est exactement la même chose. Voilà. Et après, bon, là, c'est exactement la même chose. Ici, c'est produit scalaire des forces de frottement avec D. Ici, on avait une énergie nulle, et on démarrait avec une énergie MGH. Et votre inconnu, cette fois-ci, c'était petit d. Monsieur, Voilà. Oui, pour h est égal, le 1 plus 0,2, il sort d'où le 1? tu vois ce terme-ci? Ouais. Si je mets h en évidence, Ouais. ça me fait 0,2 racine 3 pour le premier terme, plus 1 pour le deuxième terme. Ok, ça va. Voilà pour cet exercice. Pour moi, cet exercice, il est bien pour deux raisons. Premièrement, le fait d'être capable de prendre un peu de recul et de regarder un exercice de manière globale, sans nécessairement s'intéresser par calculer toutes les énergies intermédiaires. Ce qui est important, c'est de calculer les différents travaux. Les énergies intermédiaires, si on ne vous demande pas la vitesse à laquelle on arrive en bas, par exemple, la vitesse à laquelle j'arrive ici, bah, ça ne vaut pas nécessairement la peine d'essayer de trouver cette vitesse. Pareil pour la vitesse ici. Si on ne vous le demande pas, autant tout de suite vous inquiéter de ce qui vous intéresse. L'autre chose, c'est de voir qu'ici, j'ai beau avoir le même coefficient de frottement, c'est 0,2 partout, bah, l'énergie que je perds va changer parce qu'elle va dépendre de la distance parcourue et donc de l'angle, mais aussi de la normale. Et la normale, elle dépend encore une fois de l'angle. Et donc, plus je vais être incliné, moins je vais avoir de force de frottement. D'accord? Quand je ne suis pas incliné, N, il est égal à 100% de P, mais plus je suis incliné, plus N est égal qu'à une certaine partie de P. Imaginons que je sois très incliné comme ceci, alors j'aurai le poids là, ce qui fait que PY, vous voyez, il est tout petit. Et donc N est tout petit. Et c'est ce que vous connaissez déjà en partie, hein.
La raison pour laquelle on tombe plus vite quand c'est sur une grande pente, c'est deux raisons. C'est premièrement, Px est plus grand. Et deuxièmement, les forces de frottement sont plus petites. Pourquoi? Parce que n est plus petit. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice-ci ou est-ce que je passe au suivant? Alors c'est parti pour le suivant. Alors comme je vous ai dit, vous avez chaque fois de l'avance sur le libre, puisque le libre on le fait pour tous les groupes. Mais donc entre guillemets, vous êtes le groupe des forts, donc vous êtes en avance. Pour le groupe des moyens, c'est parfait. Et pour le groupe des plus faibles, c'est vraiment compliqué et c'est chaque fois de la nouvelle matière pour eux. Ici, on va regarder un peu l'énergie cinétique, mais de rotation. On a de l'énergie cinétique dès qu'on bouge. Alors, bouger, comme on l'a vu, on peut bouger en translation, c'est-à-dire en ligne droite, mais on peut aussi bouger en rotation. Alors, dans cet exercice-ci, premièrement, l'énoncé, j'ai une masse M2 ici à une vitesse de 0 qui descend. Et on aimerait bien connaître sa vitesse finale, ici juste avant de toucher le sol. Cet exercice, on ajoute une poulie qui relie une masse M1 à cette masse M2. Et ma poulie, elle a bien une inertie et elle va tourner. Donc on doit la prendre en compte. En plus, j'ai des forces de frottement ici, entre mon plan incliné et ma masse M1. Cet exercice-ci, si je vous l'avais posé il y a 2 semaines, vous l'auriez résolu en dynamique. C'est tout à fait possible de résoudre cet exercice en dynamique. Et d'ailleurs, quasi l'intégralité des exercices qu'on a fait jusqu'à présent, vous pouviez les résoudre en énergétique. Il n'y a pas qu'une seule manière pour résoudre différents exercices. Souvent, l'énergétique est complémentaire avec la dynamique. Elle peut résoudre les mêmes exercices, souvent de manière plus rapide. C'est pour ça qu'on termine par l'énergétique, sinon vous allez être trop tenté de l'employer. Il y a juste des petites exceptions. Quand on pense à l'énergétique, j'ai l'énergie cinétique qui peut rentrer en compte, j'ai l'énergie potentielle et j'ai le travail. Et donc on voit qu'avec l'énergie, je peux trouver des vitesses finales, je peux trouver des hauteurs, je peux trouver des distances, je peux trouver des forces, je peux trouver des masses. Si j'ai ce genre d'inconnu, ça marche très bien. Par contre, si on me demande une accélération, a priori, il va falloir que j'emploie d'autres choses, par exemple la dynamique. Si on me demande un temps, combien de temps met ma masse M2 pour arriver jusqu'en bas, ben, je vais avoir besoin d'autre chose, plutôt de cinématique. Et donc là, c'est une question d'expérience, mais c'est aussi une question simplement de qu'est-ce qu'on vous demande. C'est pas tant le problème en soi, là je veux dire la situation, mais plus les inconnus qu'on cherche. Si je vous lâche une pierre d'une certaine hauteur et qu'elle tombe et qu'elle touche le sol, je dis je la lâche de 1 mètre. Si je vous demande la vitesse finale, ah ben la vitesse, je peux trouver ça avec les équations énergétiques. Au début, j'ai mgh. À la fin, j'ai 1 demi mv carré. Et donc, par conservation de l'énergie, les deux sont égales et je peux trouver v très vite. Par contre, si on vous demande le temps de chute, ben là, vous n'allez jamais vous en sortir avec l'énergétique. Maintenant, rien ne vous empêche de faire des hybrides. Je pourrais trouver ma vitesse finale. Vitesse finale qui vaut quoi? J'ai ceci. Je peux simplifier les m. Et donc v, c'est racine de 2gh. Une fois que j'ai ma vitesse finale, je peux passer en cinématique et dire que la vitesse au cours du temps, c'est ma vitesse initiale, qui vaut 0, plus l'accélération fois le temps. Alors ici, mon accélération, c'est 10, si je mets y vers le bas. Et donc, je pourrais dire ma vitesse finale,
donc au temps final, le temps de chute. J'ai trouvé que c'était racine de GH, et je sais que c'est égal à 10 fois mon temps de chute. Et donc mon temps de chute, c'est égal à racine de GH sur 10. Tout ceci, c'est un mélange d'énergétique et de cinématique. J'aurais pu faire 100% de la cinématique, j'aurais pu faire de la dynamique pour trouver l'accélération. C'est à vous de trouver un peu ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. À l'examen, on ne va jamais vous imposer de méthode, on va vous proposer des exercices. Et donc si vous avez envie de partir en énergétique, si vous avez envie de partir en dynamique, si vous avez envie de partir dans n'importe quel sens, c'est votre choix. Maintenant, rappelez-vous qu'il y a quand même une constante de temps. Et donc, on vous conseille, tant que possible, d'employer l'énergétique, c'est souvent plus rapide. Mais c'est aussi personnel et on pense que c'est possible avec n'importe quelle méthode. Maintenant, on va aussi vous mettre des exercices où il n'y a pas trop le choix. Typiquement, si on a envie de vous entraîner à faire de la cinématique, on va d'office vous demander un temps. Comme ça, on est sûr que vous avez besoin de l'employer. Si on veut vous employer de la dynamique, on va d'office vous demander de mettre des forces parce que c'est la première base, etc., etc. Voici un peu, maintenant qu'on a plus ou moins tout vu dans le cours, comment passer de l'un à l'autre, lequel employer dans quel cas. Il faut juste être conscient de ce que permet de trouver l'énergétique. Et ce que permet de trouver l'énergétique, ben voilà, c'est entouré ici en rouge. Et ça va aussi dépendre de ce qu'on vous donne, évidemment. Ok, donc ici, on va le faire en énergétique. Je l'impose. Pourquoi? Ben parce qu'on est en train de s'entraîner à faire de l'énergétique. Si vous voulez un exercice de dynamique en plus pour vous entraîner, ben vous reprenez le même énoncé et vous devez tomber évidemment sur la même réponse. Ok. Pour résoudre ce genre de problème, moi je vous conseille toujours de commencer en disant voilà, au moment 1, ma masse 1 elle est là. Au moment 1, ma poulie est comme ça, et au moment 1, ma masse 2 est là. Et de noter quelques données. Au début, en fait, ma vitesse est de 0. Pareil ici. Alors vous remarquerez que j'emploie le même symbole, V1 et V1. C'est logique. Ma vitesse au moment 1 pour la masse M1 et la vitesse au moment 1 pour la masse M2, comme c'est lié par la même corde, si lui descend à 1 mètre par seconde, lui va monter à 1 mètre par seconde. Et donc c'est la même vitesse des deux côtés. Et ici, ils sont tous les deux immobiles. Et si tous les deux sont immobiles, j'ai ici la vitesse angulaire qui vaut 0 radian par seconde. Et histoire de gagner du temps, est-ce qu'il y a un lien entre oméga 1 et V1 et lequel? Oméga est égal à R fois V. C'est ça. Donc pour toutes les variables angulaires, si on n'est pas en train de glisser avec la corde autour, si la corde elle tourne parfaitement avec la poulie, ce qu'on va toujours considérer dans notre cas, j'ai, petit rappel, V c'est oméga R, ou R oméga, question de... Voilà, ça on va la garder dans un coin de la tête, on en aura besoin. Ça c'est mon moment 1. En énergétique, pour se fixer les idées, je vous conseille toujours de dessiner le moment 2. Le moment 2 qu'on va considérer, c'est quand ma masse, elle est ici, juste avant de toucher le sol. Avec une certaine vitesse qu'on cherche. Hop, mon câble a été tiré. Et donc ma masse 2, elle se retrouve ici. Ma masse 1, elle se retrouve ici, pardon. Et ça, c'est le moment 2, avec une certaine vitesse qu'on cherche. Et du coup, ma poulie, elle est restée au même endroit, mais elle a maintenant une vitesse angulaire qu'on cherche. Mais je peux déjà écrire, grâce à cette formule-là, que oméga 2, c'est égal à V2 sur le rayon de la poulie.
Ça, je peux déjà le faire. Comme ça, vous voyez, j'ai plus qu'une inconnue. C'est V2 que je cherche, la vitesse à laquelle je vais toucher en bas. Ok, ceci étant fait, maintenant à vous les studios, comment est-ce que je pourrais résoudre cet exercice déjà d'un point de vue conceptuel? Juste, est-ce qu'il y a conservation de l'énergie ou pas? C'est quoi la formule la plus générale? On pourrait faire avec l'énergie en calculant E1 pour la M2 et le E2. Oui, et donc, t'as quoi comme équation d'énergie? Si j'écris ici E1, ça va être E1 et il est égal à quoi? Plus le travail, E1 Plus plus le travail égale à E2. est égal à E2. Ouais, voilà, ça c'est la base de tout problème d'énergétique, c'est écrire un peu, tiens, quelles sont les conservations ou non, ici il y a un travail, de l'énergie. Alors, dans ce genre d'exercice, je vous propose de retravailler par système. Et alors, je vais aller de gauche à droite. De regarder d'abord comment change mon énergie entre la position 1 et la position 2 pour ma masse 1. Et donc, si je regarde le terme E1, c'est quoi l'énergie au moment 1 de ma masse M1? 0. Pourquoi? Parce qu'on a vitesse 0 et 1 demi sur mv carré. Et du coup, Ok, ça fait 0. d'accord. Et mon énergie potentielle, elle vaut 0? Et ça, on ne sait pas parce qu'on n'a pas la distance du sol. On n'a pas la distance du sol, de fait. Alors ici, l'énergie potentielle, rappelez-vous, c'est quelque chose qui est relatif. Donc c'est nous-mêmes qui pouvons choisir où est le niveau 0. Et tant qu'on fait la même chose pour le même objet, donc pour M1, je peux faire des choses différentes pour M2 et M1, mais pour M1 au début et à la fin, ça doit être la même chose. Je peux choisir un niveau 0. Et donc je pourrais dire, on va supposer que mon niveau d'énergie potentielle 0, il est ici. Et donc j'ai aussi une énergie potentielle de 0, mais c'est un choix. J'aurais pu le mettre en dessous et inventer ici une hauteur petit h. Et alors j'aurais eu une énergie MGH. Là tout marche, mais c'est quand même plus simple de travailler avec des zéros qu'avec des inconnus en plus. Alors, moi je vais toujours écrire, c'est ma manière de faire, hein. Il y a d'autres manières de faire, mais je vais toujours écrire à gauche et à droite en même temps. Ici, pour ma masse 1, j'ai trouvé que son énergie au moment 1 valait 0. Mais du coup, que vaut son énergie au moment 2? C'est MGH. Ou H? Oups. Ou H c'est cette hauteur-ci? Tu es d'accord avec moi? Oui. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres énergies avec ou pas? Non, je pense pas.
Il y en a une. Juste le fait que ma masse est tirée vers le haut, donc elle acquiert une certaine énergie cinétique. Ça ou pas? Oui. Ouais, donc pas oublier. En fait, il y a toujours deux choses à considérer, hein. Est-ce qu'il y a une énergie cinétique? Est-ce qu'il y a une énergie potentielle? Et est-ce qu'il y a des frottements? Alors les frottements ici, on les fera après dans ce terme-là. Bon, tant qu'on est en train de réfléchir un peu à cette masse M1. Alors, M1, je connais. Ce sera 1 kg, donc très bien. Petit g, je connais. Par contre, H, ça m'ennuie que ce soit une inconnue. Est-ce que quelqu'un a une idée comment je pourrais trouver petit h? Euh, avec la trigo. Parce De que la fait, distance entre 1 et 2, c'est 1 mètre. Et exactement. on a alpha. Tu saurais expliquer ça? Pourquoi c'est une distance de 1 mètre? Bah, parce qu'on a descendu d'1 mètre à droite. Bah, du coup, ça s'est déplacé d'1 mètre à gauche. Exactement. Si ici je tire ma corde d'un mètre vers le bas, alors ma corde ici est tirée d'un mètre en diagonale. Et donc on peut faire de la trigono. J'ai ici un triangle avec H là, 1 mètre ici, et un angle de 36,87 degrés. Du coup, que vaut H? Un mètre fois sinus de 36,87. 1 mètre fois sinus de 36,87 degrés, comme ça? Oui. Ouais, de fait. Et donc H vaut 0,6 mètres. Et je vais mettre comme ça pour être sûr qu'on ne confonde pas avec la masse. Donc si j'ai 0,6. Alors pour info, j'aurais pu mettre mon niveau 0 ici. Et alors j'aurais appelé ça par exemple grand H. Et donc j'aurais eu ici plus M1G grand H. Et de l'autre côté, ici au lieu d'avoir M1G petit h, j'aurais eu petit h plus grand H. Et vous voyez que ça n'aurait rien changé parce que j'aurais pu simplifier le thème ici M1G grand H et le grand H ici. Mais plutôt que de le mettre d'un côté et de le simplifier de l'autre, je vous conseille toujours d'essayer de mettre un niveau 0 à un endroit où ça vaut vraiment 0. Sinon, vous allez juste avoir ce qu'on appelle un offset, un décalage partout. Mais qui n'est pas faux. Ok, on a fait la masse. Je vais passer maintenant à la poulie. Ma poulie, à moins qu'elle soit en train de tomber, ce serait possible, hein. Vous imaginez un yo-yo, vous avez la corde ici que vous tenez, et vous déroulez le yo-yo. Vous voyez que ma poulie, entre guillemets ici, elle est en train de se dérouler. Et donc, elle tourne, elle a une énergie cinétique de rotation, mais en plus, elle bouge en ligne droite, donc elle aura une énergie cinétique de translation. Et en plus, elle descend de hauteur, donc elle aura une énergie potentielle. Du coup, je me dis que ce serait un chouette exercice, on va essayer de le faire un jour. Ici, ma poulie, là, elle est bien fixée, donc elle ne bouge pas, et elle n'a pas d'énergie potentielle, puisqu'elle reste au même endroit. Tout ce qu'elle aura, c'est le fait de tourner. Tourner, ça demande bien d'avoir de l'énergie. Si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez essayer d'arrêter la roue d'un vélo à main nue,
ça va vous faire mal. Simplement parce que vous avez dû exercer un travail pour lui faire perdre son énergie de rotation. Alors, on avait vu que l'énergie cinétique de translation, c'est un demi mv carré. Quand on passe en rotation, on garde toutes nos formules, mais on change avec les valeurs de rotation. Pour la rotation, ce qui compte, c'est pas la masse, mais c'est la répartition de la masse. C'est ce qu'on appelle le moment d'inertie. Et quand on tourne, c'est pas une vitesse qu'on a, mais c'est une vitesse angulaire. Et donc là, on a, entre guillemets, un nouveau type d'énergie. Je vous avais dit que ce qu'on va faire cette semaine-ci et la semaine suivante, c'est rajouter quelques armes à notre arsenal. Et donc, regarder un peu, ok, c'est quoi l'énergie dans les ressorts, c'est quoi l'énergie quand on tourne. Et vous verrez dans d'autres cours, hein, en électricité par exemple, tout ce qui est énergie électrique. Donc, ici ma poulie, allez, on va être un peu moins possessif, la poulie. Ici la poulie, énergie cinétique de rotation, qu'on va pouvoir réécrire. On vous le donne, ça je vous avais promis, hein, dans l'énoncé on vous donne toujours. Le moment d'inertie de ma poulie, c'est sa masse fois r carré sur 2. Si j'ai 1,5, la masse de ma poulie fois r carré sur 2, ça c'est son inertie. Et comme moi je cherche la vitesse finale, comme on avait déjà commencé à le faire, on va plutôt écrire ma vitesse angulaire comme la vitesse sur le rayon au carré. Ceci, si je le réécris un peu mieux, on peut voir que mon r carré ici, il se simplifie avec le r carré ici. Et donc je vais avoir 1 quart mv2 au carré. Alors vous voyez que en soi, si on a une condition de non-glissement, c'est-à-dire si ma poulie est parfaitement entraînée par la corde, je retrouve une sorte d'énergie cinétique. On retrouve du mv carré. Je trouve même du 1,5 mv carré. Pourquoi il y a un 1,5 devant? Bah, dû à la forme de ma poulie. Ma poulie, dû à sa forme, elle va demander moins d'énergie à être entraînée que les masses, par exemple. Elle va bien tourner, si vous voulez, c'est une bonne forme qui aide à tourner. Voilà, mais là, vous voyez quand même bien qu'on retourne bien sur des équations d'énergie cinétique, mais avec des petits facteurs différents dus au moment d'inertie, dû à la géométrie. Alors, j'ai fait n'importe quoi, et vous me dites rien. Évidemment, ça c'est de l'autre côté, hein. Ma poulie, elle tourne pas au début. Au début, on est à 0, ma poulie est immobile. Et donc, c'était bien ici que je vais mettre tout ça. Et bon, les conclusions restent les mêmes, évidemment. Et donc ici, j'aurai le terme plus 1 quart mv2 au carré. Est-ce que ça va ça, l'énergie cinétique de rotation? En soi, si vous avez bien compris tout ce qui était dynamique de rotation, c'est vraiment encore une fois la même chose. On remplace juste par les variables angulaires et le tour est joué. Je prends ça pour un oui, ou je vous ai juste complètement assommé. Je continue du coup?
Oui. Oui, ok. Moi, je vais continuer alors. Il me reste ici la troisième partie de mon système, c'est pour la masse M2. Alors M2, au début, elle vaut quoi son énergie? Au moment 1. Et puis évidemment, quelle sera son énergie à la fin? Au début, elle a une énergie potentielle MGH. Exactement. Alors ici, H, c'est 1 mètre, donc je vais écrire tout de suite M2, G1. Et à la fin, À la fin, elle aura normalement une énergie cinétique, elle n'aura plus de potentiel. Ou alors sa potentiel passe à 0, ça dépend comment on le voit. sa potentiel passe à 0. Hop, ici, on a une énergie potentielle nulle. Là, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais écrit 1. Et vous voyez que j'ai donc deux niveaux différents d'énergie potentielle nulle. Une pour la masse M1 et une pour la masse M2. Tout ce qui compte, c'est que les termes d'énergie potentielle à gauche et à droite soient reliés correctement. Mais pour les masses elles-mêmes. Une fois qu'on sait ça, ça rend l'exercice assez facile. Si jamais on essaye de s'arranger pour avoir le même niveau d'énergie potentielle, par exemple ici, alors ça devient vite des petites équations en plus. Ok, et il me reste mon travail. Le travail pour aller de 1 à 2, c'est le travail exercé par les forces de frottement ici de M1. Et donc ça va être moins les forces de frottement fois la distance ici. Et on peut commencer un peu à tout remplacer. Mes forces de frottement, on vient d'en faire plein, donc on va vite redessiner les forces. Mais j'ai la normale ici, j'ai le poids ici, et donc j'ai PY ici. J'ai donc encore un cas où c'est μc fois N fois D. μc, on vous le donne, c'est 1/4, 0,25. N, c'est PY. Et donc ça va être mg fois le cosinus de alpha fois D. Voilà, bon, si j'ai été vite ici, vous me le dites, mais en soi, je pense que vous commencez à connaître ça. Les plans inclinés, je sais pas ce que je peux dire de plus à part qu'on en a fait dans tous les exercices. Donc ça doit être quelque chose qui doit vous sembler vraiment facile maintenant. Monsieur? Oui. Il n'y a pas un cos phi après le D en plus, fois cos phi, enfin fois cos. Après le D, Ouais. Parce que produit scalaire, c'est pas x fois y fois cos. alors en fait, normalement, tu vois ce terme-ci, c'est plus la force de frottement produit scalaire avec D. Ouais. C'est-à-dire que c'est la force de frottement fois D fois cos phi. Ouais. Ici, ton déplacement, tu vois, je l'ai mis en vert, il va comme ceci. Mhm. Et ta force de frottement, elle va comme ceci. Donc tu as un angle de 180 degrés. Ah ouais, ça vaut 1. Ça vaut moins 1. Ah ouais, ok. Et donc ça devient moins la force de frottement fois D. Et donc tu vois qu'ici, j'avais tout de suite mis le moins. Ouais, ok. Ça va. C'est juste comme on en avait fait plein avant, me suis permis d'aller un peu plus vite. Ok. Eh ben, cette belle équation, on va se permettre de la réécrire. Donc j'avais M2G, on va essayer de ne pas faire d'erreur ici, moins 1/4 mg cos de 36,87 degrés
fois d qui valait 1 est égal à M1G 0,6 plus 1 demi M1 V2 carré plus 1 quart MV2 au carré plus 1 demi M2 V2 au carré. Alors les masses valent 1 kg. Donc ici, j'ai 1 fois 10, ça fait 10. Moins 1 quart. La masse de la poulie, c'est 2 kg. Donc 2 fois 10, ça fait 20. Le cosinus de 36,87, ça fait 0,8. Et ça, c'est égal à 1 fois 10, ça fait 10 fois 0,6. Plus 1 demi fois V2 au carré, plus 1 quart fois 2 fois V2 au carré, plus 1 demi fois 1 fois V2 au carré. Je vais pouvoir isoler ce qui est avec V2 et ce qui est sans V2. Donc à gauche, avec 10. Avec 4 et 20. 20 divisé par 4, ça fait 5. Et 5 fois 0,8, ça fait moins 4. Et de l'autre côté, je peux faire passer ceci. Donc 10 fois 0,6, ça fait 6. Donc ça fait que j'ai fait une bêtise quelque part. Je réfléchis, mais c'est pas normal d'avoir 0 ici. Bon, je vais toujours terminer de l'autre côté. De l'autre côté, j'ai V2 au carré fois 1 demi plus 1 demi plus 1 demi. Mais ici, j'ai dû faire une erreur en remplaçant quelque part. Un quart C'est votre moins 4, monsieur, il vient d'où? de ceci. Mais ça fait 5 fois 0,8, ça fait juste moins 6. « 5 fois 0,8, ça fait moins 6. Ouais, du coup, le moins 4, il sort de nulle part. 5 fois 0, c'est 0,8. Hein. Ouais, c'est ça. 5,08, ça fait 4. Monsieur, vous avez utilisé la masse de la poulie. Ah, ok. Donc j'ai employé la masse de la poulie ici. Ah oui, c'est ça. Ouais, mais C'est ça le le moins problème. 6, c'est le résultat. Au final, je C'est ça le comprends. problème. Ici, c'est pas M de fait. C'est la masse de 1. C'est la masse 1 qui freine. Vous voyez ici? Et donc, ici, j'ai M1, ce qui est mieux. Ce qui fait qu'ici, j'ai 10. Et donc, je me retrouve avec 2. Ça va, vous avez compris où j'avais été un peu trop vite, ici, en écrivant l'équation? C'est pas la poulie qui frotte, j'ai pas de couple résistif. C'est bien ma masse M1 qui frotte sur le sol. Et donc ici, j'avais 1 kg et pas 2 kg. Ce que je préfère de loin. Du coup, ici, j'ai 2 égale V2 au carré fois 3 demi. Et donc, je me retrouve avec V2 au carré égale 4 tiers. Et donc, V2, c'est 2 sur racine de 3. Qu'on peut réécrire comme 2 racine 3 sur 3 mètres par seconde. Monsieur? Oui. Je comprends pas d'où il vient le moins 6. Il vient de là. Ah, ok, vous avez fait passer de l'autre côté. Oui, j'ai Ok. gardé le V2 d'un côté et les termes indépendants de l'autre. Ok, merci. Pas de souci. Voilà, donc ceci c'est ma vitesse. Alors 2 racine 3 sur 3, ça fait 1,15
mètres par seconde. Alors, si je reviens un peu dans mon équation auparavant, vous voyez que le fait que j'ai une poulie qui tourne, qui a une inertie, c'est mon terme en vert ici. Donc ça ajoute le 1 quart mv2. Le 1 quart mv2 carré, il est là. Il vient donc ici, 1 quart fois 2, puisque c'est la masse de la poulie fois v2 carré. Et donc 2 sur 1 quart, ça fait 1 demi. Donc c'est ce terme-ci. Imaginons qu'on soit sans poulie, ou que ma poulie soit parfaite. Alors j'aurai comme équation, à gauche j'ai 10 moins 2 moins 6, ça fait 2, égale v2 au carré, fois 1 demi, plus 0, plus 1 demi. Vous voyez, je suis sans poulie. Et donc dans ce cas-là, je tombe sur v2 égale racine 2. Et ça fait 1,41 mètres par seconde. Et donc ici, vous pouvez voir la différence en l'exercice avec ou sans poulie. Cette poulie de 2 kg, elle change quand même, on va dire, d'une trentaine de pourcents la vitesse finale. Ce qui est logique. Votre système, il a la même énergie au total, mais elle a été répartie différemment. Ici, on voit qu'il y a une partie de mon énergie qui est partie dans le fait de faire tourner la poulie. Et donc, dès que j'ai une poulie qui tourne, votre système va aller moins vite parce qu'on perd de l'énergie à faire tourner ces poulies. Et plus ma poulie a une grande inertie, plus on va perdre d'énergie à la faire tourner. Voilà, voilà. Est-ce que c'est clair cet exercice ou est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, Oui? je n'ai pas compris le niveau de référence. Puisque moi, je sais qu'on choisit un seul niveau de référence pour tout l'exercice, quoi. Donc, normalement, en 2 pour la masse M2, on devait être à un potentiel négatif. Alors, ce qui est important, alors tu pourrais garder un même niveau de référence pour tout. Ça marcherait. Il faut juste être très propre et ça demande de faire des liens en plus qui sont parfois évidents. À savoir ici, ça te demanderait un peu d'essayer de comprendre à quelle hauteur tu es là, ce que tu ne trouveras jamais, parce que c'est pas donné, mais tu vas le trouver suffisamment à gauche et à droite de ton équation pour les simplifier. Maintenant, l'énergie potentielle, c'est toujours où se trouvait ma masse avant par rapport à où elle se trouve à la fin. Et ça, tu peux le faire par masse. Parce que ton énergie potentielle, je vais le faire ici. Hop. Si tu as ceci, c'est que là c'est M1 et là M2, tu peux soit le voir comme tu as une masse totale à une certaine hauteur, soit tu peux vraiment séparer chacune des masses en deux termes et regarder comment elles évoluent chacune différemment. C'est ce qu'on a fait ici. Et donc le plus important, c'est vraiment de regarder comment M1 évolue, est-ce qu'il monte, est-ce qu'il descend, par rapport à quel niveau, et comment M2 évolue. En soi, il n'y a pas besoin d'avoir un lien avec le niveau de référence entre les deux. Toi, si tu as une masse qui monte de 10 cm et l'autre qui monte de 5 cm, dans les deux cas, elles ont monté de 10 et de 5. Peu importe par rapport à où, tant que tu sais qu'elles ont monté l'une de 10, l'autre de 5. Si tu veux, c'est vraiment une différence de position pour la masse, pas pour tout le système. Je sais pas si je t'ai répondu ou si on en reparle un peu plus. Ouais, ça veut dire que le niveau des références dépend d'un seul élément, quoi. Donc, on n'a pas besoin de choisir un même niveau de référence pour deux systèmes différents. C'est ça. En fait, quand tu regardes la formule, Ouais. ça dépend de la masse. Et donc, tu peux le faire par masse que tu Ah, considères. d'accord. Ok, c'est bon. Merci. Pas de souci.
Ce qui est souvent plus simple hein, que d'essayer de chercher un bon niveau commun à tout. Pourquoi l'autre fois on avait pris quelque chose de commun pour tout le système? Avec cet exercice-ci, si vous vous souvenez, le looping. Ben, c'est parce que on regardait quoi? On regardait la masse du chariot. Et là, peu importe la situation, c'était toujours la même masse. Et donc on doit avoir un niveau d'énergie commun pour tout l'exercice. Bon, en fait, il y a moyen de s'en sortir différemment, mais ça, c'est de loin ce qui amène le moins d'erreurs. C'est parce que c'est la même masse tout du long. Si tu avais eu d'autres masses qui viennent en compte, bah, pour chaque endroit, tu peux regarder l'énergie potentielle par masse. D'accord, ça marche. Ok, ça c'était la poulie. Alors, je vais parler brièvement des ressorts, sachant qu'il y aura une vidéo de Monsieur Van Larbeek ce soir dessus. Alors, premièrement, j'aimerais bien parler un peu avec vous des ressorts. Qu'est-ce qu'on entend par un ressort? Un ressort, a priori, si je le fixe à un endroit, c'est quelque chose avec une position d'équilibre. Qu'on note très souvent x0. C'est quoi la position d'équilibre? C'est si vous gardez votre ressort dans une certaine position, ben voilà, il est à l'équilibre. Il se met naturellement comme ceci. Mon ressort, je peux le compresser ou l'étirer. Alors vous verrez avec Monsieur Van Larbeek qu'en fait, ça c'est ce qu'on appelle de la traction. Un ressort, ça marche plutôt en torsion pour la plupart des ressorts. Mais nous, dans le concept qu'on va employer pour trouver ces forces, on va toujours le considérer comme quelque chose qu'on étire ou qu'on compresse. En soi, vous allez me dire, bon, d'accord, ça marche pour les ressorts, mais pourquoi les ressorts? Alors, c'est employé dans beaucoup de fabrications mécaniques, ça je laisserai le soin à d'autres cours d'en parler, mais il faut se rendre compte que on peut pas, enfin, que le ressort, ça a un modèle. Et donc, ça permet d'expliquer les ressorts, mais ça permet d'expliquer d'autres choses. Et donc, ça va très bien marcher, toutes nos formules qu'on va employer pour les ressorts, mais aussi pour les élastiques, sachant qu'il y a des conditions. C'est-à-dire, un élastique, évidemment, il n'y a pas de compression. Si j'ai mon élastique, je peux le tendre. Alors oui, là, il va y avoir une force, mais si je le pousse, il va juste se plier comme ça, ici. Et de plus, un élastique, si je le tire trop, assez vite, les polymères dedans vont être complètement déchirés, et donc ça va plus suivre la loi qu'on va voir maintenant. Mais bon, ça c'est pareil aussi pour les ressorts. Si j'étire complètement mon ressort, au final, ça devient une barre de fer, et point. Alors, je vais donner un autre exemple. Je vais juste appeler ça etc. parce que on peut modéliser plusieurs choses avec des ressorts. Alors, habituellement, ce que je fais en classe, mais là, on va essayer de faire un mime par dessin. Il y a un exercice de cardio principalement qui consiste à vous mettre une chaise ou une boîte ou quoi. Vous êtes là et vous sautez dessus. Et puis vous redescendez. Et puis vous sautez dessus. Et puis vous redescendez. Et puis vous sautez dessus. Puis vous redescendez. Alors si vous faites ça en sautant, vous allez employer de l'énergie pour sauter. Et puis vous allez descendre. Et puis réemployer de l'énergie pour sauter. Mais il y a moyen de faire ça de manière plus efficace. Pour faire ça de plus efficace, il faut retomber sur la pointe des pieds. Ici, vous imaginez une jambe avec mes chaussures là. En retombant ici, vous avez juste votre mollet et les tendons d'Achille. Et vous pouvez employer un effet de ressort. Vos muscles, ils ont une certaine élasticité justement, en parlant d'élastique, qui vont leur permettre de réagir comme un ressort. Et donc là, vous allez, entre guillemets, compresser le ressort fait de votre mollet et de votre tendon d'Achille.
en amortissant, entre guillemets, la chute. Et puis, naturellement, avec un petit mouvement de cheville, vous allez laisser tendre votre ressort, ce qui va vous redonner une impulsion. Ce qui fait qu'au lieu de absorber l'énergie dans vos genoux, dans vos hanches, dans tout le corps et de la perdre, ici, vous la stockez, si vous voulez, dans le ressort de vos muscles, et puis vous la relâchez. Alors, il y a une partie qui va être perdue, évidemment, puisque vous absorbez une partie du choc, etc. Sinon, vous auriez très mal, franchement. Mais ça vous permet de garder une partie de votre énergie et de remonter. Alors, on va pas faire ce genre de physique, mais c'est juste pour vous montrer que il y a beaucoup de blagues sur Internet sur la physique, c'est pour des cas parfaits dans des mondes parfaits, mais c'est aussi des bons modèles pour beaucoup de choses. Et il n'y a pas que pour des ressorts, que pour des élastiques, mais on peut aussi modéliser certaines choses que vous pourriez retrouver en entreprise en disant « Ah ben ça, écoute, on peut dire que ça se comporte comme un ressort. » C'est pas 100% ça, mais ça permettrait de trouver une bonne idée de l'énergie qui est dedans, etc. Donc c'est pour ça qu'ici, on a décidé de voir avec vous tout ce qui était les ressorts. Alors, la formule pour les ressorts, c'est ce qu'on appelle la loi de Hooke. Qui, si on veut l'écrire vectoriellement, c'est égal à moins k delta x. Il y a plusieurs manières de l'écrire. Ça, c'est une manière de l'écrire. Prenons des exemples. Prenons d'abord l'exemple de l'étirement. J'ai donc mon ressort. Position normalement d'équilibre, au repos. Et moi, je vais aller plus loin. Je le tire plus loin. Ce qui veut dire qu'ici, je suis en x. Et donc, j'ai ici un vecteur delta x, que M. Van Laarbeek va noter delta L, ben, c'est pareil, qui vaut en fait x moins x0. Ici, si je choisis un syntaxe x comme ceci, je pourrais dire que là on est en position 0, et là par exemple on a étiré de 1 cm. Et donc dans ce cas-ci, delta x, ça vaudrait 1 cm moins 0 cm, donc delta x vaut 1 cm. Du coup, ma force, si je tire mon ressort vers la droite, ma force de rappel, c'est ce qu'on appelle, c'est comme ça souvent qu'on parle de la force d'un ressort, va être opposée au déplacement. C'est de là que vient le moins. Si je tire mon ressort vers la droite, mon ressort me tire vers la gauche. C'est un peu une action-réaction en fait. Le ressort, il aura toujours une force qui aura tendance à ramener vers la position d'équilibre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'une force de rappel. Si vous faites un rappel à des musiciens qui viennent de terminer un spectacle, ça veut dire qu'ils viennent de chanter, ils viennent de partir, vous les rappelez sur scène, vous leur demandez qu'ils reviennent où ils étaient. Mais ici, votre ressort, c'est pareil, vous demandez que ça revienne à la position d'équilibre. Et donc dans ce cas-ci, j'aurai F égale moins K delta X. Et donc ma force, sans vecteur, c'est moins K fois 1 cm. Et là, encore une fois, on a ce moins où c'est chaque fois une question de point de vue. C'est-à-dire que la norme de ma force, vraiment sa valeur, c'est F égale K delta X. C'est cette formule-là que M. Van Laarbeek va vous montrer. Parce que nous, très souvent dans le cours, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un problème, je sais pas moi, une pierre qui tombe, et on met les forces et on projette en fonction du sens qu'on voit. Et donc, allez pas me compter 2 fois le moins. Vous voyez ici, si je projette cette force-ci, j'aurai moins la force de rappel égale, et là j'ai une accélération vers la gauche, moins ma. Et du coup, dans ce cas-là, la force de rappel, c'est vraiment la norme de la force de rappel.
Donc c'est K delta X en valeur absolue. Ça va, donc c'est pour ça que j'aime pas trop écrire la loi de Hooke comme ceci, mais le moins est quand même important pour bien faire comprendre, c'est toujours une force qui s'oppose au déplacement. Mais commencez pas à mettre 2 fois les moins non plus ici. Ça va devenir plus clair quand on va en faire, hein. Alors, du coup ici, si je regarde la force de rappel en norme, juste vraiment, qu'est-ce qu'elle vaut? Ici, le moins, il vient avec les vecteurs. Si j'étais en norme, j'enlèverais les moins. Donc je pourrais l'écrire comme ça pour fixer un peu les idées. Ma norme, c'est égal à K delta X. Donc ici, si je regarde la norme, j'ai ce qu'on appelle la constante de raideur ou de rappel d'un ressort. L'unité de K sont des newtons par mètre. Ça, c'est l'unité dérivée du SI. Et en soi, ça parle vraiment de lui-même. La constante de raideur, c'est une propriété d'un ressort. Ça dit, si je te déforme de 1 mètre, quelle est la force que tu exerces? Par exemple, 10 000 newtons par mètre. Si j'étire mon ressort de 1 mètre, ça me donne 10 000 newtons. Ce qui arrive assez souvent, c'est qu'on a des petits ressorts. Et donc, K, au lieu de l'exprimer en newton par mètre, il va souvent être en newton par centimètre. Par exemple, 100 newtons par centimètre. Et donc ici, on peut faire le calcul. Si K égale 100 newtons par centimètre et delta X égale 1 centimètre, alors ma force de rappel, c'est égal à 100. Et là, je vous conseille de l'écrire comme ceci, avec les unités pour ne pas vous tromper, comme c'est la première fois. Une fois centimètre, j'ai bien mes centimètres qui s'annulent, et donc j'ai bien une force de rappel de 100 newtons. En norme, si je donnais le vecteur, on voit que cette force, elle va selon mes moins x, et donc je serai en moins 100 selon x, 0 selon y. La loi de Hooke, c'est la force exercée par un ressort. Remarquez que cette force n'est pas constante. Quand mon ressort va retirer vers le centre, il va tirer de moins en moins fort. Et d'ailleurs, quand il repasse à la position d'équilibre, cette force vaut 0. Ça, c'est la loi de Hooke. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou pas? Pas de questions, tout est clair? Non, ça va. Vous aviez déjà vu ça ou pas en fait? Oui, enfin oui, pour moi en tout cas. Moi aussi, j'ai déjà vu ça l'année passée avec Monsieur Urbain. Ah, ok. Ok. Alors, là, c'était vraiment pour la force exercée par un ressort. Maintenant, on pourrait regarder. Donc, je vais juste le réécrire ici. Et je vais l'écrire en norme. Maintenant, on pourrait regarder l'énergie élastique ou l'énergie dans un ressort. C'est une énergie potentielle, ça dépend de la position. Je vais juste vous la donner. C'est 1 demi kx carré. Comment est-ce qu'on passe de là à là? En calculant le travail exercé par la force de rappel. Ce qu'on aurait envie d'écrire comme la force de rappel, produit scalaire avec la distance. La seule chose, c'est que rappelez-vous, pour cette formule, j'avais dit si la force est constante. Mais là, on vient de voir qu'avec la loi de Hooke, ça va chaque fois dépendre de l'étirement. Et donc, quand je vais lâcher mon ressort complètement qui va revenir là, ma force de rappel, elle va être différente à chaque point. Elle va être de plus en plus petite. Et donc, ma force n'est pas constante.
dans ce cas-là, l'équation, la vraie, c'est l'intégrale du produit scalaire de la force avec le déplacement, et là je vais le faire selon x. Hop. Ça c'est si la force varie. Ma force c'est quoi? C'est K, X. Alors je ne vais pas noter delta X, on va juste supposer que la position d'équilibre ça vaut 0. D'accord? Si delta X c'est X moins X0, si je choisis mon système d'axe pour que X0 ça vale 0, on peut dire que delta X c'est X. Alors, c'est toujours un produit scalaire. Maintenant, dans le cas de mon ressort, vous voyez bien que la force qui va par là et le déplacement qui va par là, dans le même sens. Et donc ça, c'est égal à l'intégrale de kx dx. Et pour ceux qui ont déjà fait des intégrales, k c'est une constante, on peut le sortir, c'est donc l'intégrale de x par rapport à x. Et ça fait k x carré sur 2. Voilà, donc ici, il n'y a pas une vraie égalité, hein. Ça, c'est la formule générale. Ça, c'est un cas particulier. Donc, je vais plutôt le mettre comme ça, en parenthèse. Voilà, et comme vous vous en doutez un petit peu, il y a la même chose pour la cinétique, hein, pour l'explication d'où vient ce v carré sur 2. Et voilà. Et donc, en fait, c'est exactement comme qu'on en avait calculé l'énergie de pesanteur. Vous vous souvenez de l'énergie de pesanteur MGH? J'avais fait une petite vidéo à la fin qui expliquait qu'en fait, c'était le travail du poids. Bah, l'énergie du ressort, 1/2 kx carré, c'est le travail de la force de rappel. À l'examen, il n'y a pas de démonstration. D'ailleurs, il y en a peut-être certains parmi vous qui n'ont pas vu les intégrales. C'est juste, voilà, comme ça vous voyez quand même que ça va servir à certaines choses. Ça vous donnera peut-être un peu plus envie de comprendre comment marchent les intégrales de l'autre côté. Quand je dis de l'autre côté, c'est en maths au 2e quadrimestre. Mais moi, ce qui m'intéresse pour l'examen, c'est juste ceci. Voilà, voilà. On va donc faire une première application. Ici, vous imaginez un élastique de 40 mètres qui a une constante de rappel de 1100 newtons par mètre. Oh, attendez, j'ai oublié de faire quelque chose. Attendez, j'ai oublié de faire quelque chose. Pardon. On va reprendre mon exemple. Dans mon exemple, j'avais K égale 100 newtons par centimètre et j'avais delta X qui était égal à 1 centimètre. On avait trouvé que la force de rappel, du coup, c'était 100 fois 1, c'est-à-dire 100 newtons. Et donc l'énergie de rappel, de ressort, élastique, appelez ça comme vous voulez, c'est 1/2 fois quoi? Un demi fois 100 newtons, mètre, centimètre. 1 centimètre. Ok, et ça donne combien? « 50. 50 newtons comme ça? Newton par centimètre, non? Comme ça? Ouais. C'est Newton centimètre. Comme ça? Oui. Ouais.
Et donc ça fait 50 joules, c'est ça? C'est pas les newton-mètres qui font des joules. C'est les newton-mètres qui font des joules. Et donc j'arrive à passer en newton-mètres. Ça fait 0,5 newton-mètre. Ouais, c'est ça. Ici, 1 cm, c'est 10 moins 2 mètres. Ça, c'est un centième de mètre. Et donc ça fait 0,5 newton-mètre. Et donc 0,5 joules. Donc faites très attention, ça c'est une erreur très classique. J'ai des newtons centimètres par centimètre et des centimètres ici. Donc c'est très pratique pour la force de rappel, par exemple. Si je tire d'un centimètre, ça me fait 100 newtons. 2 cm, 200 newtons. Par contre, pour tout ce qui est énergie, j'ai ici un terme au carré. Et donc, allez pas trop vite. C'est peut-être plus prudent même de faire 1/2 fois 100 newtons par 10 moins 2 mètres fois 1 fois 10 moins 2 mètres au carré. C'est peut-être plus sûr comme ça. Donc voilà, méfiez-vous avec les unités dans ce cas-ci. C'est pas parce que ça tombe bien pour la force de rappel que ça tombe bien pour l'énergie de rappel. Maintenant, si on vous demande juste la force de rappel, c'est quand même plus simple de ne pas commencer à changer tout ça en mètres. Mais si vous voulez être sûr, si vous avez peur de vous tromper, une manière de ne pas faire d'erreur, c'est de toujours tout convertir en unités de SI standard. Des newtons, des mètres, des kilogrammes. C'est plus simple. Donc voilà. C'est pas pour rien qu'on a fait du SI au début. Et ça, c'est une manière de vous interroger sur le SI, entre guillemets. Hein, de bien voir si vous savez que vos joules, c'est des newtons fois des mètres et pas des newtons fois des centimètres, etc. Ok. Je disais donc, un saut à l'élastique. Vous êtes sur un pont. Alors, je suis très mauvais pour dessiner les ponts. On va dire que ça ressemble à ça. Voilà, vous êtes sur un pont. Vous décidez d'avoir foi en votre élastique et vous sautez. Vous sautez avec un élastique de 40 mètres de long, avec une constante de rappel de 1100 newtons par mètre. Donc on peut le noter, 1100 newtons par mètre. Longueur élastique, c'est 40 mètres. Et vous avez la chance de peser 80 kg. On vous demande si votre élastique, je vais juste écrire ça comme ça, si vous êtes suspendu à 45 mètres du sol et que vous sautez avec l'élastique, et pour avoir un peu plus de sensation, on aimerait bien que vous touchiez le sol. Juste pour donner l'impression que vous allez vous écraser, mais en fait, on veut que vous l'effleuriez. Et on vous demande, voilà, vu les constantes là, à quelle vitesse allez-vous toucher le sol? Comment est-ce que je peux faire ça? On peut faire l'énergie du ressort. À quel point, à quel endroit? Comment est-ce qu'on va le faire? Avec la formule 1/2 kx carré. Ouais, donc j'aurai l'énergie de mon élastique en fait. Hein, je vais écrire énergie élastique. C'est 1/2 k delta x au carré. Et qu'est-ce que je fais avec cette... On remplace les valeurs.
Ok. Donc j'ai 1,5 fois 1600. Là, je vois bien que je suis en newton par mètre, donc je vais pas me tracasser tant que je reste en mètre de l'autre côté. Et que vaut delta X? 45 moins 40. 45 moins 40. Ceci, je peux le calculer, ça fait 800 fois 25, ça fait 20 000. Ok, ça c'est l'énergie que je vais devoir dépenser pour tendre l'élastique. C'est l'énergie que je vais perdre en fait moi pour tendre l'élastique. On peut EP, MGH, non? PMGH comme ça? Ouais. Pour avoir l'énergie, notre énergie. Ok, donc ça vaut quoi? M c'est 80, G Ouais, c'est 10 et H c'est 45. 45, ok. Je vais calculer ça tant qu'à faire. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai mon énergie potentielle, j'ai une énergie élastique. J'ai l'énergie cinétique quand il va toucher le sol. J'ai une énergie cinétique quand je vais toucher le sol. Alors ici, j'aimerais bien juste un peu reclarifier tout. Je pars d'une certaine hauteur au moment 1 et je vais toucher le sol au moment 2. Ici, vu ce que vous me dites ici, ça veut dire que vous avez choisi une énergie potentielle qui valait 0 là. Ce qui fait que j'ai une hauteur ici de 45 mètres. Avant de commencer à calculer les énergies, qu'est-ce que je vais avoir comme conservation de l'énergie? Qu'est-ce que je peux écrire? EP est égal à EC. Non. Ce que je peux écrire, c'est que l'énergie que j'ai en haut, c'est égal à l'énergie que j'ai en bas. L'énergie que j'ai en haut, c'est juste de l'énergie potentielle. Donc c'est MGH. L'énergie que j'ai en bas, bah mon élastique tout d'un coup il est tendu. Et j'ai en plus de l'énergie cinétique. Par contre, je n'ai plus d'énergie potentielle vu mon niveau 0 d'énergie potentielle. Ça va? Et donc, la seule chose que j'aimais pas trop quand vous écriviez ça, c'était juste, hein, c'est que vous dites, ah, j'ai une énergie potentielle, j'ai une énergie élastique, mais on ne parle pas des mêmes moments. Le moment où il y a une énergie élastique, c'est le moment où on a stocké l'énergie dans le ressort quand il était tout en bas. Enfin, dans le ressort, dans l'élastique plutôt. Et donc, on peut résoudre tout ceci. Alors, je vais le faire à côté. MGH égale 1,5 K. Alors, très vite, je vais écrire KX carré, hein, mais bon, on va garder le cas d'état X carré. Plus 1,5 MV carré. Et donc, si je cherche ma vitesse, ça va être quoi? Si je fais passer de l'autre côté, voilà, je vais aller un peu moins vite. Du coup, j'ai 1,5 MV carré égale MGH
moins 1 demi K delta X au carré. Ça, on avait déjà calculé. MGS, mon énergie au début, c'était 36 000 joules. Et l'énergie élastique, c'était 20 000 joules. Et donc, je trouve que V carré, c'est égal à 2 sur M fois 16 000 joules. Et donc, V, c'est égal à la racine de 2 sur 80 kg fois 16 000 joules. Alors, ceci, ça fait 20 mètres par seconde. « 20 mètres par seconde », si on regarde ça en km par heure, on est à 72 km par heure. Du coup, est-ce que ça vous semble une bonne idée, cette attraction? Pas trop. Voilà. Ou alors vous êtes vachement résistant. Donc là, il vaudrait mieux être un peu plus haut du sol. Sinon, vous allez perdre très vite vos clients. Voilà. Donc essayez de pas trop partir dans les détails. De pas trop partir, ah, mon énergie élastique, elle va valoir autant. De d'abord commencer par réfléchir un peu à c'est quoi mes moments et qu'est-ce que j'ai comme énergie. Alors, il faut remarquer que ici, j'aurais pu écrire ça ainsi. Avec ici le travail élastique. L'énergie de mon bonhomme, ça va devenir de l'énergie cinétique, mais elle ne va pas être 100% convertie en énergie cinétique parce qu'elle va partir dans l'élastique. Et donc c'est toujours une question de point de vue. Si on parle d'énergie, ça va se trouver à gauche et à droite. À la fin, si je regarde l'ensemble de mon système, mon élastique plus mon bonhomme, il y a plus d'énergie, entre guillemets, hein, il y a conservation, mais il y a de l'énergie dans l'élastique et de l'énergie dans mon bonhomme. Maintenant, si je regarde que mon bonhomme, on pourrait dire qu'il perd de l'énergie suite au travail. Et donc ça reviendrait à prendre ce terme-là et à le mettre de l'autre côté avec un moins. Donc ça, c'est une question de point de vue. Mon bonhomme, il perd de l'énergie à cause de l'élastique. Par contre, mon bonhomme et mon élastique ensemble, leur énergie est conservée. L'énergie au début est la même qu'à la fin. Il y a juste eu un transfert. Il y a une partie de mon énergie potentielle qui est partie en cinétique et l'autre en élastique. Alors, ce qu'on vous demande, c'est le point B maintenant. Si vous sautez sans élastique, ça correspond à quelle hauteur pour arriver à la même vitesse au sol? Autrement dit, là je saute de 45 mètres avec cet élastique, j'arrive à une certaine vitesse. Si je dis aux gens vous allez tomber à 20 mètres par seconde, peut-être que certains ne vont pas réaliser. Et donc pour les aider à réaliser, j'aimerais bien leur dire ah ben ça correspond à sauter d'une hauteur de. Et ma question c'est de combien de mètres? Je vais le faire là. Je vais remettre l'énoncé et je vous écoute. L'énoncé reste le même, c'est juste que là on cherche H. Alors l'énoncé reste à moitié le même puisqu'il n'y a plus d'élastique. Enfin Ouais, ouais, on a- du coup, on cherche aussi la position, enfin le 45 on l'a pas, mais du coup dans l'élastique, enfin dans l'énergie élastique on n'a pas, on a X moins 40, enfin du coup le 40 non plus en fait. Bah, du coup ça veut dire que j'ai juste, j'ai plus la force élastique, mais j'ai, du coup j'ai MGH est égal à 1 demi MV carré. C'est ça. Quand on a une chute libre, je saute du point 1 pour arriver au point 2, qui est le sol. Hein. J'ai conservation de l'énergie. Et donc j'ai juste MGH. Et cette fois-ci, on cherche H égale 1 demi MV carré.
Et donc ici, si je résous, je peux simplifier mes masses. Et donc j'ai H, pardon, qui vaut V carré sur 2G. Oui, je fais passer le G de l'autre côté. Et cette fois-ci, on connaît ça. On sait que, je fais ça plus petit, on sait que V, c'est 20 mètres par seconde au carré sur 2 fois G. Et donc là, on a 20 au carré sur 20, ça fait donc 20 mètres. Donc ici, la différence, c'est que tantôt on connaissait la hauteur, bah là on connaît la vitesse. Et tantôt on avait un élastique, ici on n'a pas d'élastique. Donc vraiment, en fait, un terme en moins. Je n'aurai pas ici ce terme-là d'énergie qui part dans l'élastique. Donc vous voyez que de sauter avec ce gros élastique-là de 45 mètres, c'est comme si on sautait que de 20 mètres, ce qui est déjà pas mal, hein. On saute de 2 fois moins haut, mais c'est quand même trop. Ça fait vraiment trop mal. En tout cas, sauter de 20 mètres, je vous le déconseille fortement. Voilà, voilà. Moi, c'est ce que je trouve assez chouette avec l'énergie. C'est qu'on peut très vite faire des parallèles. Si vous voulez, je vais reparler un peu de sport parce que c'est quelque chose que m'avait posé une fois un ami qui est coach. Il y a un exercice, bon, là, vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour savoir le résoudre, mais qui considère à vous prenez une balle et vous la lancez sur le mur. Une balle, on va dire, de 10 kg. Et puis donc, elle va retomber et vous devez la rattraper. Et comme vous vous en doutez, c'est plus dur de rattraper une balle de 10 kg que de tenir une balle de 10 kg, parce qu'elle a une certaine vitesse à laquelle elle arrive. Et ça, avec la dynamique, vous ne saviez pas trop résoudre, parce que la dynamique, il y a des forces, mais il n'y a pas de force due à la vitesse. Par contre, avec l'énergétique, vous pouvez comprendre ça, que plus votre balle va tomber de haut, plus elle aura une grande énergie cinétique. Que vaut cette énergie cinétique? Il n'y a même pas besoin de calculer la vitesse et tout. En fait, ça vaut l'énergie potentielle. Donc, si votre balle va 2 fois plus haut, elle aura 2 fois plus d'énergie quand vous la recevrez. Et donc, vous devrez faire un travail 2 fois plus important. Le travail, c'est la force fois le déplacement. Et donc, si vous arrêtez cette balle sur 1 mètre, vous la recevez en main et puis vous vous accroupissez pour la prendre, et bien alors vous pouvez trouver la force moyenne que vous devez appliquer. Donc, je répète, si je lance ma balle en haut, je peux trouver l'énergie potentielle qu'elle a si je la lance à une cible de 2-3 mètres au-dessus de moi. Donc, je peux trouver l'énergie que je dois bloquer quand elle redescendra en bas. Pour bloquer cette énergie, moi, je dois faire un travail qui est une force moyenne fois une distance. Et donc, ça me permet de trouver la force que je dois appliquer. Et là, vous pouvez faire une analogie. Par exemple, je connais la force que je dois appliquer pour soulever 10 kg. Ben là, je ne sais plus combien j'avais trouvé, mais je pense que dans l'exercice concret, j'avais trouvé que c'était 2 fois plus dur. 2 fois plus dur de rattraper la balle de 10 kg que si j'avais juste dû la tenir. Et ça, avec l'énergétique, vous faites ça très très vite, des conversions dans tous les sens, sans vraiment vous poser des questions de qu'est-ce qui se passe exactement. Je ne regarde pas quels muscles sont contractés, je ne regarde pas les forces, je regarde juste, ok, j'avais une hauteur, ça devient de l'énergie cinétique, je la freine, donc j'ai dû fournir un travail, je trouve la force. Point. Voilà, voilà. Ici s'achève le cours d'aujourd'hui. Si vous avez la moindre question, je suis là pour y répondre. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas le libre. Courage et bonne journée. Au revoir. Si, aussi, au revoir. Au revoir. Monsieur, Oui, je t'écoute. monsieur, j'ai une question, mais qui est hors du cours. En fait, moi, normalement, en septembre, j'avais commencé cours avec